Lorsqu'on fait des recherches pour un true crime, on est quand même bien étonné à chaque fois de voir à quel point les personnes peuvent être sordides. Et ce soir, ça ne va pas faire exception, car on va vous raconter l'histoire d'une tueuse en série qui a marqué l'histoire de l'Angleterre. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir, on a le plaisir de relancer avec vous le true crime. On va vous proposer des histoires plus détaillées, plus longues. D'ailleurs, vous pouvez écouter nos vidéos quand vous voulez, avant de dormir si vous en avez envie. Et vous pouvez aussi les regarder, on va vous offrir des images qui sont réelles. Petit disclaimer quand même pour les personnes qui auraient un petit peu de mal avec ce genre d'histoire, des histoires un peu macabres et parfois très sanglantes, on vous conseille quand même de ne pas regarder cette vidéo et de passer plutôt sur les threads d'horreur. Et accrochez-vous parce qu'on est parti pour la sombre histoire de Johanna Dennehy. Vous l'aurez compris, ce soir nous allons vous parler de Johanna Dennehy, une des pires tueuses en série du Royaume-Uni. Mais comme toujours et pour tout le monde, pour mieux comprendre son histoire, nous allons retourner au tout début. Johanna est née le 29 août 1982 à Saint-Alban en Angleterre. Et contrairement à beaucoup de personnes qui ont mal tourné, Johanna va passer une enfance plutôt tranquille et stable. Son père, Kevin, travaille en tant qu'agent de sécurité dans une agence de télécommunications et sa mère, Caitlin, travaille dans un supermarché. Johanna a aussi une sœur cadette, Maria. Johanna s'entend très bien avec sa sœur, ils n'ont pas de problèmes financiers, il n'y a pas non plus de soucis de maltraitance, vraiment c'est une famille plutôt normale. Elle était même brillante et a très bien réussi à l'école. Elle voulait aller à l'université pour devenir avocate et ses parents l'ont même aidée et ont payé des frais supplémentaires pour l'aider à atteindre ses objectifs. Enfant, Johanna était même décrite comme étant gentille et agréable, elle jouait même dans une équipe de hockey, vraiment tout allait bien à ce moment-là. Mais malheureusement, c'est à son adolescence que tout commence à changer. Elle perd tout intérêt pour l'école et elle commence à avoir des problèmes avec la police en fréquentant les mauvaises personnes. Elle commence à boire, à prendre de la drogue alors qu'à ce moment-là, elle n'a que 14 ans. Et elle va commencer à fréquenter un homme qui, d'après sa sœur, est plus âgé. Il a à peu près 18-19 ans. Cet homme, c'est John Treanor. Cette relation n'est pas du tout acceptée par ses parents qui veulent absolument qu'elle se reprenne en main et qu'elle termine ses études. Ce ne sont malheureusement pas les plans de Johanna qui va décider de fuguer avec John du domicile familial. Et quelques semaines après, ils sont retrouvés sur un genre de terrain vague qui se trouve vraiment pas loin de la maison. Elle est donc ramenée à la maison, mais très peu de temps après, lorsqu'elle a 16 ans, elle décide de refuguer une nouvelle fois, mais cette fois de manière définitive. Cette fois-là, ils ont déménagé à quelques kilomètres de là à Luton avant de redéménager une seconde fois à Milton Keynes. Et quelques années plus tard, alors que Johanna a 21 ans, elle et John ont 2 enfants. À ce moment-là, les relations entre Johanna et ses parents sont très compliquées comme on peut l'imaginer, mais les choses vont empirer lorsque Johanna va demander à ses parents de payer pour qu'ils voient leurs petits-enfants. C'est la goutte de trop, cette proposition complètement absurde va mettre fin à la relation entre elle et ses parents. Et quant à la relation entre elle et John, tout n'est pas rose non plus. Johanna a trompé John à de nombreuses reprises, ils n'arrêtent pas de se disputer. Ça lui arrivait très souvent de laisser ses enfants pendant des jours, des semaines, et de revenir ensuite en demandant pardon par exemple. Ils vont donc essayer de trouver une solution et ils vont y arriver, ils vont donc décider de prendre un nouveau départ et de déménager. Ils partent donc pour East Anglia, malheureusement les choses vont mal tourner. Johanna trouve un travail en tant qu'ouvrière dans une ferme, mais c'est un petit peu atypique parce que très souvent elle sera payée en alcool plutôt qu'en cash. On peut donc bien sûr douter de la légalité de son travail, mais bon, passons. Elle avait aussi très souvent l'habitude de se scarifier, de se couper le bras, des fois le cou avec des lames de rasoir. Les crises de colère de Johanna envers John empirent de plus en plus et elle n'arrête pas d'attaquer John, surtout quand elle est ivre. Et vous vous en doutez, dans cette situation, ce dernier a de plus en plus peur d'elle. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit véritablement blessé et il le sait. Et pour cause, Johanna commence à se balader avec un poignard dans la botte et là c'est l'élément de trop pour lui. Il décide de la quitter en 2009 en emportant ses enfants et en laissant Johanna toute seule. Après tout ça, et malheureusement, la vie de Johanna se met à empirer. Elle continue régulièrement à commettre des infractions, elle trimballe toujours son couteau partout où elle va, et surtout, elle a de gros soucis d'alcool, elle boit vraiment énormément. Apparemment, elle en est même venue à se prostituer pour financer ses besoins en alcool et en drogue. Bref, comme on le voit, c'est vraiment la décadence totale pour elle. En 2012, elle va purger une peine de 14 semaines de prison pour vol et elle va passer quelques jours à l'hôpital de Peterborough. Et c'est pendant son incarcération qu'une analyse psychologique va être effectuée sur elle.
Tout d'abord, on lui diagnostique un trouble de la personnalité antisociale ainsi qu'un trouble obsessionnel compulsif. Et dans le tas, elle est également diagnostiquée comme étant sadomasochiste paraphilique et en gros, elle aime donner et recevoir de la douleur. Ce qui a également été noté, c'est que Johanna possède des traits psychopathiques bien plus élevés que la moyenne, notamment au niveau de la rage, de l'impulsivité, de la violence, de la colère. Et par conséquent, les médecins vont évidemment lui prescrire des médicaments pour réguler ses humeurs. Et en plus de tout ça, en plus de tous ces diagnostics, Johanna est également détectée comme étant une menteuse compulsive. Par exemple, après avoir fini son séjour en prison, elle va dire à toutes les personnes qu'elle connaît qu'elle a passé en fait un séjour en prison parce qu'elle aurait assassiné son père, et en fait c'est pas du tout le cas. Elle affirme également avoir été maltraitée pendant son enfance par ses parents, mais jusque-là rien ne confirme ou infirme ces affirmations. Le médecin l'ayant diagnostiqué pendant son séjour à l'hôpital va même affirmer qu'elle n'a aucune conscience de son comportement bizarre, car pour elle, la frontière entre la réalité et la fantaisie s'est complètement estompée. En 2013, Johanna rencontre Kevin Lee, un promoteur immobilier de 48 ans. Ce dernier était habitué à louer des chambres à des personnes vulnérables ou dans le besoin. Peu de temps après leur rencontre, Kevin propose à Johanna de l'héberger et de lui trouver un emploi. Et pendant toute cette période, ils vont également avoir des relations intimes. Et d'ailleurs, si on peut penser qu'après tout ça, Johanna voulait se remettre dans le droit chemin, c'est pas du tout le cas, car son métier consistait en fait à aller voir les personnes qui avaient des dettes envers Kevin et à les menacer, à les intimider. Mais bon, mis à part son travail bizarre, c'est la première fois depuis assez longtemps que Johanna semble mener une vie plutôt stable. Convaincue par cette nouvelle stabilité retrouvée, Johanna arrête donc de prendre ses médicaments. Mais malheureusement, le 30 mars 2013, le corps de Kevin Lee est retrouvé dans un fossé. Les policiers qui vont retrouver Kevin vont tomber sur un corps qui est vêtu d'une robe noire à paillettes et qui a l'air d'être mis délibérément dans une position humiliante. Et d'après leur analyse, Kevin a été tué un jour plus tôt. Et tout ce qu'on sait jusque-là, c'est que Kevin avait convenu de retrouver Johanna un jour avant sa mort dans une de ses propriétés. Sa femme, étant inquiète de ne pas le voir rentrer, va directement alerter la police, et c'est donc ce soir-là qu'il va officiellement être porté disparu. Un jour après avoir retrouvé le corps, les policiers vont également retrouver sa voiture qui a été brûlée sur une piste de ferme, et plusieurs éléments notamment liés au téléphone portable de la femme de Kevin, qui l'aurait appelé plusieurs fois, qui aurait été mis en lien avec le téléphone de Johanna, vont rapidement mener à la piste de cette dernière. La police se rend donc immédiatement à la maison de Johanna, où elle trouve un matelas qui est taché de sang. Et après les analyses, c'est la grosse surprise car ce sang ne correspond pas du tout à celui de Kevin. Au fur et à mesure que l'enquête avance et que Johanna reste insaisissable, la police se rend compte qu'un autre locataire de Kevin a disparu. Il s'agit de John Chapman, un ancien de la Navy qui est âgé de 56 ans. Malheureusement, la police va très vite retrouver le corps de John Chapman ainsi que celui d'un autre homme près de Thornley. Et il s'avère que les deux sont morts suite à des coups de couteau multiples qu'on leur a portés bien avant la disparition de Kevin. Le corps de l'autre homme qui est retrouvé aux côtés de celui de Chapman est celui de Lukasz Slaboszewski. La police va encore une fois enquêter et il s'avère que ce Lukasz Slaboszewski était en fait un ressortissant polonais qui aurait été tué le 19 mars 2013. Lukasz avait en fait rencontré Johanna à cause de leur intérêt commun pour l'alcool et la drogue. Leur relation est rapidement devenue intime à tel point que Lukasz va se mettre à penser que Johanna est en fait sa petite amie. Sauf qu'un jour, Johanna va attirer avec des SMS Lukasz dans l'une des propriétés de Kevin et va le poignarder en plein cœur devant la porte. Étant incapable de se débarrasser du corps elle-même, Johanna va donc demander de l'aide à un ami. Et cet ami en question, il s'agit de Gary Richards. Gary va rapidement arriver sur les lieux du crime, accompagné de son acolyte Leslie Layton. Ensemble, les deux hommes vont déplacer le corps de Lukasz sans vie à l'extérieur dans une poubelle. Et pendant qu'ils faisaient ça, Johanna et ses complices vont également tomber sur une fille de 14 ans qui va les croiser et qui va être surprise de ce qu'ils font. Et au lieu de paniquer, Johanna va même se mettre à se vanter et à dire à la petite fille que c'est elle qui avait commis ce meurtre. Le corps de Lukasz va rester quelques jours dans la poubelle jusqu'à ce que Johanna et Gary décident de le jeter dans un fossé de la campagne de Peterborough. Et décidément, ce meurtre ne va pas contenter Johanna car quelques jours après, elle va décider de poignarder son colocataire John Chapman. Les enquêteurs estiment que ce dernier a probablement été tué pendant son sommeil car ça correspondait au sang qui a été retrouvé à l'extérieur sur le matelas. Encore une fois, les services de Gary et de Leslie sont sollicités et le corps sera jeté dans le même fossé. Petit détail un peu glauque qui montre tout le sadisme de Johanna, mais après avoir tué Kevin qui était donc le promoteur immobilier et qui constituait donc son troisième crime, Johanna aurait donc appelé Gary et lui aurait chanté la chanson de Britney Spears, Oops, I Did It Again.
Après les 3 meurtres commis, Johanna va donc décider de s'enfuir avec Gary et un avis de recherche est lancé par la police. Et pour financer leur départ et leur fuite, les deux compères vont se mettre à effectuer plusieurs cambriolages, à voler notamment en plein d'appareils photo. Et d'ailleurs, avec ces appareils photo, ils vont prendre énormément de photos et de vidéos d'eux-mêmes. Sur ces images, on ne sent aucune panique, aucun stress, on dirait vraiment que si on ne les connaissait pas, on pourrait affirmer qu'il s'agit d'un couple tout à fait normal. Enfin, le couple se rend à Kington pour rencontrer un voleur qui est ami de Gary et ils vont lui vendre tout le matériel. Et alors qu'elle connaît à peine ce dernier, Johanna se met directement à confesser ses 3 crimes et elle va même confesser qu'elle voulait en commettre davantage. Et de plus en plus, Johanna va se mettre à convaincre Mark, donc le voleur en question, de les rejoindre dans leur plan macabre. Et d'ailleurs, alors qu'un peu plus tôt on parlait de stabilité dans la vie de Johanna, son comportement est vraiment exécrable. Elle est vraiment agressive, elle boit de plus en plus, elle est vraiment imprévisible. Et un jour, alors que les 3 s'arrêtent dans un magasin de cigarettes, Johanna se met à s'agiter. Quelques minutes après avoir quitté le magasin, Johanna va demander à Gary de lui trouver une nouvelle victime sans aucune raison. Gary va donc pointer du doigt le premier homme qui passe par là et va lui demander donc à Johanna si cet homme fait l'affaire. L'homme en question est Robin Bereza, un ancien pompier à la retraite de 63 ans. L'homme n'était qu'à quelques centaines de mètres de chez lui, en train de promener son chien, lorsque Johanna surgit derrière lui et lui plante son couteau dans le dos. Elle va le poignarder 2 fois dans le haut du corps, alors qu'à ce moment il est 15 heures et qu'il fait plein jour. Et après son meurtre commis, Johanna revient tranquillement vers la voiture et regarde Gary dans les yeux en lui disant qu'elle voulait une autre victime. Et une fois de plus, quelques instants après, Gary va montrer un autre promeneur de chiens et va demander à Johanna s'il faisait également l'affaire. John Rogers, 56 ans. Et une fois de plus, Johanna va surgir dans son dos et le poignarder à de multiples reprises. L'homme s'affaisse et tombe complètement sur le sol, mais Johanna n'en a pas assez, elle le retourne sur le sol et se met à le poignarder de plus en plus. Au total, Rogers aura été planté plus d'une 30aine de fois dans le dos, dans l'abdomen et dans la poitrine. Et après cette deuxième victime de la même journée, Johanna va même prendre le chien de Rogers, le maître de la voiture, et avec ses 2 complices, ils vont s'enfuir comme si de rien n'était. Très peu de temps après et non loin des attaques, le trio est retrouvé garé dans leur voiture devant une rangée de magasins en pleine ville. Soudain, des policiers armés s'abattent sur eux pour les arrêter. Très vite, ils sont arrêtés et étonnamment, Johanna n'oppose aucune résistance. Elle est même très calme. Johanna est emmenée au poste de police et pendant tout ce temps, elle est heureuse, elle rit, elle flirte avec les policiers et aussi elle énonce énormément de propos racistes. Alors qu'elle est conduite dans sa cellule, Johanna chante tranquillement Singing in the Rain alors qu'elle sait très bien qu'elle est accusée de multiples meurtres. Très peu de temps après ça, ses parents sont informés de son arrestation et c'est la première fois en 10 ans qu'ils ont des nouvelles d'elle. Ils vont même déclarer que la petite fille qu'ils aimaient tant est devenue un véritable monstre. Heureusement, Robin Bereza et John Rogers ont survécu à leur agression et ils vont donc pouvoir décrire tout ce qui s'est passé. Rogers décrit aux policiers avoir entendu Johanna dire « Oh, tu saignes ? Je veux en voir plus ». Mark va aussi témoigner qu'apparemment pendant son agression, elle avait dit à lui et à Gary qu'elle ne voulait tuer aucune femme, que des hommes et surtout aucune femme avec des enfants. Elle projetait de tuer 9 hommes au total. Mais après tout ça, on peut se demander quel était le mobile du crime. Pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça ? Eh bien, le but de Johanna était purement pour le divertissement, pour s'amuser. Et elle aurait même dit à Gary qu'elle voulait juste s'amuser et qu'elle avait besoin de lui pour l'aider à s'amuser. Elle va même avouer au psychiatre qui va la suivre qu'elle avait trouvé le premier assassinat amusant et qu'elle avait pris goût au meurtre après ça. Et jusqu'à la fin, elle ne montre aucun remords ni aucun regret pour tout ce qu'elle a fait. Le 8 mai 2013, Johanna est accusée de 3 meurtres, mais pour l'instant, aucun lien n'est fait avec les 2 autres tentatives de meurtre. Mais pendant l'enquête, les policiers vont se rendre compte après analyse que le même couteau a été utilisé pour les 3 meurtres et pour les 2 autres tentatives de meurtre. Mais Johanna ne s'arrête pas là et pendant sa détention provisoire, les gardes vont se rendre compte qu'elle avait établi un plan d'évasion. Son plan consistait à tuer ou à blesser grièvement un des gardes, de lui couper le doigt et de s'en servir pour tromper le système biométrique de la prison. Après ça, les gardes vont donc la placer en isolement. Le 21 novembre 2013, Johanna plaide coupable pour toutes ces accusations et reçoit sa condamnation. Mark va finalement témoigner contre elle et affirmer qu'il n'était qu'un spectateur réticent et qu'il n'avait rien à voir avec ses crimes. Le 10 février 2014, Gary Richards est reconnu coupable pour tentative de meurtre et son acolyte Leslie Layton est reconnu coupable pour entrave à la justice. 2 jours plus tard, les deux seront aussi reconnus coupables pour d'autres chefs d'accusation tout aussi graves.
Quelques semaines plus tard, le 28 février 2014, Joanna est elle condamnée à la perpétuité. Il s'agit de la 3e femme de l'histoire du Royaume-Uni à recevoir cette peine, et c'est d'ailleurs la seule actuellement en vie car les 2 autres sont déjà décédées. Il s'agit de la meurtrière Myra Hindley et de la tueuse en série Rose West. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir leur sordide histoire dans un prochain True Crime, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Myra a été reconnue coupable d'aider à abuser et à tuer 5 enfants, tandis que Rose West a été reconnue coupable du meurtre de 10 personnes. Actuellement, Joanna purge sa peine dans la prison de Durham, la même prison dans laquelle a été incarcérée Rose West. Après toute cette histoire, la police va se rendre compte que tous les hommes qui ont entouré Joanna, que ce soit Gary, Mark ou tous les autres, n'étaient qu'en fait des pions dans son histoire et qu'elle aurait probablement effectué tous ces meurtres même sans eux. Joanna n'avait pas d'autre désir que d'infliger la douleur et de ôter la vie. Toutes ces attaques étaient complètement aléatoires et elle n'avait aucun profil type à part le fait que ce ne soit que des hommes. J'ai tué pour voir ce que ça faisait, pour voir si j'étais aussi froide que je le pensais. On vous avait prévenu, on a commencé quand même assez fort avec la reprise de ce concept. On espère quand même que ça vous a plu, des histoires un peu plus longues avec un peu plus de détails. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous, on aime beaucoup ce concept, on aime beaucoup effectuer toutes les recherches qui concernent ces histoires, ça change des threads d'horreur. Donc si vous les appréciez aussi, faites-le nous savoir, c'est comme ça qu'on saura si on continue ce concept ou si on l'arrête. Pour autant, on va quand même les préciser pour les personnes qui se posent la question. Bien sûr que non, on n'arrêtera pas les threads d'horreur, c'est vient vraiment en complément des threads d'horreur, mais les deux vont donc cohabiter sur la chaîne. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, il n'y a pas meilleur moyen que de vous abonner, de liker, de commenter si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, pour 2022, on a vraiment beaucoup de choses de prévues, beaucoup de tournages différents qui sont prévus. On espère vraiment que vous allez adorer parce que nous, on va se régaler à vous concocter tout ça. Et donc, si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On va être beaucoup plus actifs en 2022. Bref, c'était Kratos et Joe, ça fait plaisir de vous revoir tous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Si tu prends ton âge, c'est plaisir quand même en vrai.